Bienvenue, on va entamer aujourd'hui le thème la cinétique chimique destiné aux élèves de la 4e année sciences expérimentales et de la 4e année maths. On va commencer par le chapitre vitesse d'une réaction chimique. Cette leçon-là est élaborée par M. Warghib Hassan sous la direction de M. Sultan Ali, inspecteur général. On va commencer par la situation déclenchante. Comment suivre expérimentalement l'évolution d'un système chimique contenant initialement les entités chimiques suivantes: l'ion iodure, I-, K+, S2O8- et l'ion sodium, sachant que l'ion K+, et l'ion Na+, sont des ions spectateurs. Implication. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu dans le mélange, sachant qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction car on a un transfert des électrons entre les réactifs. Je commence par les couples redox suivantes: I2, I- et S2O8- SO4-. Donc les ions I- vont réagir avec le deuxième réactif, le S2O8- pour donner une réaction d'oxydoréduction où on a un transfert des électrons entre ces réactifs. Dans la couleur de I- incolore, S2O8- incolore, SO4- incolore, mais I2 a une couleur jaune-brun. Et voilà l'équation bilan de la réaction. S2O8- qui réagit avec deux ions de I- pour donner 2 SO4- plus I2. En n'oubliant pas que cette réaction elle est totale. Comment déterminer l'évolution de la quantité de matière de diode présente en solution en fonction du temps? On va faire un dosage colorimétrique de diode par le tuyau sulfate de sodium. On va écrire l'équation de dosage. Donc, le I2 formé va réagir avec les ions tuyau sulfate pour donner I-, de nouveau I- et S4O6-. S2O3- incolore, I2 jaune-brun, S2O8- incolore et 2I- incolore. Comment repérer l'équivalence pour un dosage colorimétrique? La couleur brune de diode en solution disparaît, c'est-à-dire on a un changement de couleur. Mais pour mieux repérer l'équivalence, le diode formé sera dosé par les ions disulfate en présence d'un poids d'amidon qui donne une couleur bleue en présence de diode. On va passer maintenant, mes élèves, à l'étude expérimentale. On va exploiter une animation qui représente le dosage de diode formé par les ions thiosulfate. On va voir le protocole de l'expérience. Dans un bécher de 250 ml, on introduit un volume V1 40 ml d'une solution S1 d'iodure de potassium, Ki, de concentration C1, 0,2 mol litre-1, et un volume V égale à 10 ml d'un poids d'amidon. On ajoute un volume V0, 0,5 ml à l'aide d'une burette graduée d'une solution aqueuse S de thiosulfate de sodium, de formule Na2SDO3, de concentration C0 égale à 0,2 mol litre-1. On ajoute au mélange un volume V2 qui est égal à 10 ml d'une solution aqueuse S2 de peroxydisulfate de potassium, K2S2O8, de concentration C2, 0,05 mol litre-1. Et on déclenche aussitôt le chronomètre. C'est l'instant 0. On note la durée T1, au bout de laquelle apparaît une coloration bleue dans la solution. À cet instant, on ajoute, sans arrêter le chronomètre, un second volume V0, 0,5 ml de la solution S. Et on note la durée T2, au bout de laquelle apparaît de nouveau la coloration bleue dans la solution, etc. Et on refait la même opération P fois. Première étape,
Préparation du mélange réactionnel. On ajoute 40 cm3 de KI. On prélève 10 cm3 d'emploi d'amidon. On mélange les deux solutions. Et on ajoute 0,5 ml de Na2S2O3 et on déclenche le chronomètre à T égale à 0. On passe à la deuxième étape. On ajoute 0,5. Dès que la couleur bleue apparaît, j'ajoute encore 0,5 et je note l'instant T1. L'instant T1 représente où la quantité de matière de S2O3 de moi initialement introduite et disparaît totalement. On va refaire la même chose pour P fois. Et on résume nos valeurs dans un tableau récapitulatif. Donc, l'exploitation des résultats, exprimer la quantité de matière de diode Ni2 formée à différents instants en fonction de V. Volume de la solution de thiosulfate de sodium versé et C0. À l'équivalence où les réactifs sont pris dans les proportions stoichiométriques, nombre de moles de I2 égale à nombre de moles de S2O3 de moins sur 2, qui est égal à nombre de moles qui est égal à C0 fois V sur 2. Voilà notre tableau. À T égale à 0, on a un nombre de moles de I2 égal à 0, qui augmente au cours du temps, jusqu'à atteindre la valeur 0,45 millimoles. À partir de 69 minutes, le nombre de moles de diode ne varie plus. On obtient la courbe qui représente le nombre de moles de I2 en fonction du temps. Cette courbe-là représente, à partir de T égale à 0, l'évolution de la réaction au cours du temps jusqu'à T à peu près égal à 70. C'est-à-dire le nombre de moles de I2 augmente au cours du temps. À partir de T égale à 70, on remarque que la réaction tend vers sa limite et macroscopiquement s'arrête. C'est l'état final, car la quantité de matière de I2 formée reste constante au cours du temps. On passe. Définir la vitesse de la réaction aux instants d'état T1 égale à 0 minutes, T2 égale à 50 minutes et T3 égale à 100 minutes. En mol minute moins 1, calculer ces vitesses. Je commence par la définition de la vitesse de la réaction aux instants, à un instant donné. C'est la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps à un instant déterminé, qui est calculée par la pente de la tangente à la courbe AT considérée. On va exploiter une deuxième animation qui représente la courbe de nombre de moles de I2 en fonction du temps. On remarque aussi, regardez bien, qu'on a deux parties. Une partie où l'évolution de la réaction et une partie où la quantité de matière de I2 reste constante. Pour déterminer la vitesse à un instant T donné, on trace la tangente à la courbe à l'instant considéré. Je commence par T égale à 0. Je trace la tangente. Voilà la tangente de segment AB. Dans la pente de cette tangente représente la vitesse à T égale à 0. Si je change une autre valeur, je passe à une autre valeur, on constate que la pente de la tangente diminue au cours du temps. Regardez bien que la pente diminue au cours du temps jusqu'à une date où la pente devient horizontale. C'est l'état final de la réaction. Donc, on va déterminer maintenant les valeurs de vitesse. À T égale à 0, vous constatez que la valeur de la vitesse est maximale, car la pente de la tangente est maximale. La valeur de la vitesse est à peu près 2,19 millimoles litre minute moins 1, et qui représente la vitesse volumique. À T égale à 20, par exemple,
ou bien 30, on constate que la pente de la tangente tracée à la courbe, diminue. Et la vitesse devient 0,09 millimol litre moins 1 minute moins 1. Je passe à t égale à 70. On a un palier horizontal. Donc, la tangente à la courbe est horizontale et par suite, la pente égale à 0 et la vitesse égale à 0. Donc, on va tenir que la valeur de la vitesse est maximale à t égale à 0 et diminue progressivement. Pour déterminer le temps 1,5, on va afficher t1,5. Le temps 1,5 est défini la durée au bout de laquelle le réactif limitant est consommé à moitié. Dans le cas d'une réaction totale, le réactif limitant, c'est X max, donc X1,5 égale X max sur 2. Mais pour des réactions limitées, X1,5 est égal à XF sur 2. Dans notre cas, voilà, c'est l'intersection ou bien c'est l'abscisse T1,5. Déjà, on le lit directement de la courbe. Que peut-on dire de l'évolution de cette vitesse? On a vu que la pente des tangentes tracées à la courbe diminue au cours du temps. Donc, la valeur de la vitesse diminue au cours du temps. Et à t égale à 0, la valeur de la vitesse est maximale et à l'état final, la valeur de la vitesse est nulle. Donc, la vitesse de réaction diminue au cours du temps car la concentration de réactif diminue au cours du temps. Temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle le réactif limitant est consommé à moitié. C'est la durée que met le système pour atteindre l'avancement x à t1,5 de la réaction qui correspond à la moitié de l'avancement final xf. Donc, xt1,5 est égal à xf sur 2. Déterminer l'instant pour laquelle la vitesse moyenne entre les instants t1 et t2 est égale à la vitesse instantanée. C'est-à-dire à quel instant la valeur de la vitesse instantanée est égale à la valeur de la vitesse moyenne entre ces deux instants. Sachant que la vitesse moyenne est égale à la variation de delta n par rapport à delta t. Nombre de moles de I2 à l'instant t2 moins nombre de moles de I2 à l'instant t1 sur t2 moins t1. On retourne à notre courbe qui représente le nombre de moles de I2 en fonction du temps. On trace une droite delta passée par deux points considérés appartenant à la courbe à l'instant t1 et t2. Deux droites parallèles ont la même pente. Donc, si je trace une droite parallèle à cette droite delta, tangente à la courbe, je trouve que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne car ils ont la même pente. Je trace une deuxième droite parallèle à la droite rouge et je relève l'instant considéré qui est égal à peu près à 18. Donc, à cet instant, on a la valeur de la vitesse instantanée est égale à la valeur de la vitesse moyenne. Et la détermination de cet instant se fait seulement graphiquement. Qu'est-ce qu'on va retenir? La vitesse d'une réaction chimique, c'est la dérivée de son avancement molaire par rapport au temps. Et la vitesse instantanée de la réaction chimique, définie comme étant la valeur de la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. La vitesse volumique V en fonction du temps d'une réaction chimique est donnée par l'expression suivante. Vitesse en fonction du temps, c'est la dérivée de l'avancement volumique Y par rapport au temps, sachant que Y égale à X sur le volume total, d'où l'expression devient 1 sur volume total, volume du mélange, fois la dérivée de X sur dt.
avec V mélange, volume du milieu réactionnel, et Y, l'avancement volumique. Remarque, il est possible de déterminer la vitesse volumique d'une transformation chimique à un instant t donné à partir des courbes d'évolution de la quantité de matière ou de la concentration des produits ou des réactifs en fonction du temps. Cette approche tient compte notamment des coefficients stoichiométriques et le signe de la dérivée temporelle négative pour les réactifs. À partir de l'expression de l'avancement x d'une réaction chimique, symbolisée par une équation de type petit a grand A plus petit b grand B, mais donne petit c grand C et petit d grand D, avec petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques, et se produisent dans une même phase de volume V constant, exprimer la vitesse de la réaction en fonction des concentrations des entités chimiques prenant par l'évolution d'un système, c'est-à-dire la relation entre la vitesse et les concentrations. Si on désigne par Na le nombre, la quantité de matière de A, Nb la quantité de matière de B, Nc la quantité de matière de C et Nd la quantité de matière de D, respectivement les quantités de A, B, C et D à instant D. L'avancement x est alors, on va déterminer une relation entre eux. X égale le nombre de moles initial de A moins nombre de moles restant de A sur A. De même, égale le nombre de moles de I initial de B moins nombre de moles restant de B sur B est égal au nombre de moles de C formé sur C est égal au nombre de moles de D sur D formé. D'autre part, on a vitesse dérivée de x sur dt. Donc, l'expression de la vitesse devient moins 1 sur A, la dérivée de la quantité de matière de A sur dt. Si je dérive cette expression-là, on constate que le nombre de moles initial de A est constant. Donc, la dérivée de x sur dt me donne moins 1 sur A, dérivée de Na sur dt. De même pour B, pour C et pour D. Donc, vitesse à l'instant t égale moins 1 sur A d de Na sur dt, égale à moins 1 sur B, dérivée du nombre de moles de B sur dt, qui est égal à 1 sur C, dérivé du nombre de moles de C sur dt, qui est égal à 1 sur D, dérivé du nombre de moles de D sur dt. On passe aux vitesses volumiques. Vitesse volumique, c'est 1 sur volume total fois la vitesse de la réaction, qui est égal à moins 1 sur A fois la dérivée de la concentration du réactif A sur dt, égal à aussi moins 1 sur B fois la dérivée du réactif B par rapport au temps, la dérivée de la concentration de B par rapport au temps, qui est égale aussi à 1 sur C fois la dérivée de la concentration de C formée par rapport au temps, et égale aussi à 1 sur D fois la dérivée de concentration de grand D sur dt. Notez bien aussi que la valeur de la vitesse est toujours positive. On va étudier ensemble une application concernant cette partie. On attaque une masse petit m 0,40 g de copeaux de magnésium pur, de masse molaire 24,3 g par mol, par VA 20 ml d'acide chlorhydrique, H3+, et les ions Cl-, de concentration molaire Ca égale à 0,1 mol litre moins 1. Et on recueille par déplacement d'eau le dihydrogène H2 formé. On note Vg, volume du gaz, le volume de gaz recueilli à la date T. La courbe de la figure ci-dessous donne l'évolution du volume du gaz en millilitres en fonction du temps, avec le volume molaire des gaz égal à 24 litres par mol. Et vous voyez bien qu'on a aussi dans cette courbe, on a deux parties. Une partie où il y a l'évolution de la réaction et une deuxième partie où le volume du gaz reste constant. Comme on a vu tout à l'heure, la quantité de matière de I2 reste constante. On commence par la question numéro 1.
établir l'équation bilan de la réaction supposée totale. On sait que les réactions d'oxydoréduction, ce sont des réactions totales. On commence d'écrire d'abord les deux demi-équations pour Mg et pour H3O+. Puis l'équation bilan. C'est une réaction totale. Demi-équation numéro 1, Mg donne Mg de plus 2 électrons. Demi-équation 2, 2H3+, plus 2 électrons, donne H2 plus 2H2O. Et vous voyez bien qu'on a équilibre de point de vue 2 électrons et équilibre de point de vue charge. Donc l'équation bilan est la suivante. Mg plus 2H3+, me donne Mg de plus H2 gaz, plus 2H2O. La deuxième question. Calculer les quantités de matière initiale de réactif. Cette question-là est très simple. Nombre de moles de Mg, c'est la masse molaire. Au nombre de moles de H3+, c'est C fois volume de la solution. N0 de H3+ égale à CaVa, qui est égal à 2 10 moins 3 moles. N0 de Mg égale à masse sur la masse molaire, 0,4 sur 24,3, qui est égal à 16,5 moles. Déterminer alors le réactif limitant. D'après la relation de proportion stoichiométrique, nombre de moles de Mg égale à 1,5 nombre de moles de H3+. Et tout calculé, on trouve que H3+ représente le réactif limitant, car 2 10 moins 3 sur 2 égale à 10 moins 3 est inférieur à 16,5 moles. Pardon, 10 moins 3 moles. Donc, vous voyez bien que le nombre de moles de Mg de plus sur 2 initial est supérieur au nombre initial de H3+ sur 2. Donc, les ions hydronium constituant le réactif représentent le réactif limitant. L'avancement maximal de la réaction. On a dressé le tableau d'avancement qui est formé par l'équation de la réaction, quantité de matière, étude du système à l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. L'avancement à l'état initial, c'est 0. L'avancement à l'état intermédiaire, c'est x. Et l'avancement à l'état final, c'est xf. On écrit le nombre de moles initial de H3+, nombre de moles initial de Mg, 16,5 10 moins 3 moles, et nombre de moles initial de H2 et Mg de plus, et notre solvant l'eau en excès. Si l'avancement est égal à x, c'est-à-dire état intermédiaire, 2 10 moins 3 moins 2x. Il faut respecter le coefficient stoichiométrique, moins 2x. 16,5 10 moins 3 moins x pour donner x et Mg de plus, x aussi et xc. L'état final, pratiquement, c'est l'état intermédiaire. On remplace x par xf, c'est-à-dire à la fin de la réaction, 2 10 moins 3 moins 2xf, 16,5 10 moins 3 moins xf, xf. On sait bien que notre réaction est totale. Pour déterminer l'avancement de la réaction, soit le nombre de moles H3+ à la fin de la réaction égale à 0, ou bien le nombre de moles de Mg à la fin de la réaction égale à 0. C'est-à-dire soit 2 10 moins 3 moins 2x1 max égale à 0, ou 16,5 10 moins 3 moins x2 max égale à 0. On fait le calcul et on prend l'inf de x1 max et x2 max, c'est-à-dire la valeur la plus petite entre x1 max et x2 max. La réaction étant totale, donc nombre de moles de H3+ égale à 0, qui est égal à 2 10 moins 3 moins 2x max, qui donne x max égale à xf 10 moins 3. Vous voyez bien que x max égale à xf, car la réaction est totale. Sinon, si la réaction était limitée, on trouve xf est inférieur à x max. La question suivante. Votre résultat est-il cohérent avec la courbe ci-dessous? On va voir le volume à la fin de la réaction, qui est égal, le volume à la fin de la réaction qui est égal à 24 ml. Le volume molaire est égal à 24 litres moins 1. Donc,
Nombre de moles, volume du gaz sur le volume molaire qui est égal à 10 moins 3. D'après la courbe, on a le volume du gaz à l'état final, c'est 24 ml. Le volume de H2 final égale au nombre de moles de H2 fois volume molaire, qui est égal à XF fois volume molaire. XF égale à Xmax, donc notre résultat est cohérent avec la courbe, qui est égal à 10 moins 3, comme on a calculé tout à l'heure. Donc, le résultat est cohérent avec la courbe. Définir le temps de demi-réaction, T1,5, et déterminer sa valeur. On a dit tout à l'heure que le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle le réactif limitant est consommé à moitié. C'est-à-dire, x1,5 est égal à xmax sur 2 si la réaction totale, x1,5 est égal à xf sur 2 si la réaction est limitée. Et on détermine ça graphiquement. Le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transformation chimique atteigne la moitié de sa valeur finale. xt1,5 est égal à xf sur 2, qui est égal à 0,5 10 moins 3 mol, d'où volume du gaz T1,5 égale à 0,5 10 moins 3, fois le volume molaire, qui est égal à 12 ml. T1,5 est égal à 100 secondes. On va voir sur la courbe. Calculer l'avancement x de la vitesse de la réaction et la vitesse de la réaction à la date t égale à 200 secondes. X 200 secondes, c'est le volume de H2 sur volume molaire, qui est égal à 0,75 10 moins 3 mol. La courbe est la suivante. Volume du gaz en millimol et le temps en secondes. On trace la tangente à la courbe AT est égale à 200. La tangente à la courbe AT égale à 200. On cherche la valeur de la pente de la tangente tracée à la courbe à cet instant, à l'instant t égale à 200 secondes. Ici, on a un petit problème. On a la courbe volume du gaz sur le volume molaire. Et comme la vitesse est la dérivée de x sur dt, donc notre x s'exprime en fonction du volume du gaz sur volume molaire, c'est-à-dire x égale à volume du gaz sur volume molaire, sur le volume de la solution. Le volume de la solution est constant, par suite la dérivée de x sur dt est égale à 1 sur v fois la dérivée du volume du gaz par rapport au temps. V 200 à 200 secondes, dérivée de x sur dt est égale à 1 sur volume molaire, la dérivée du volume du gaz sur dt, qui est égale à la pente de la tangente à la courbe AT égale à 200, qui donne la valeur suivante. Volume, vitesse à 200 secondes, 1 sur le volume molaire fois la pente de la tangente, qui donne la valeur suivante, 1,7 10 moins 6 mol seconde moins 1. Merci pour votre attention.